Une fois n'est pas coutume, pour cette émission consacrée aux jeux vidéo, j'ai fait appel à un jeune homme de 20 ans et absolument expert en ceci. Son expertise va très loin, il connaît tout, du type de jeu, des formules d'abonnement, des joueurs, des risques. Grâce à ces plateformes de jeux, des amis virtuels sont même devenus des amis dans sa vraie vie. C'est paradoxal, mais je navigue entre une certaine fascination pour l'exhaustivité des informations qu'il a et l'inquiétude d'une certaine addictologie. Quand je l'écoute, j'ai parfois l'impression qu'il me raconte un événement réel qui est en train de se dérouler dans la rue. C'est génial parce que la technologie me fascine et déroutant car ce monde virtuel prend tellement de place. Bref, tout est accessible. Des loisirs certes, mais le cyberharcèlement et la pornographie, même virtuelle, prennent une grande réalité dans cet espace. Il est donc temps de s'informer mieux. Accéder aux loisirs, à des amis, à des paysages nouveaux, il existe 1000 façons de jouer. Et oui, aujourd'hui, c'est le grand exposé. On va parler des jeux en ligne, de leur catégorie, comment on démarre, quelles émotions ça génère, comment on découvre et où est-ce qu'on en est à 20 ans. Quels avantages pour nos ados et les risques associés. On ne va pas faire de langue de bois et on va surtout essayer de nous informer le mieux possible pour pouvoir parler le même langage avec nos enfants et discuter avec eux d'égal à égal. Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet? Mais ils font quoi les ados sur Mais Internet? qu'est-ce qu'ils font les ados sur Qu'est-ce qu'ils font sur Internet Internet, ces Mais ados qu'est-ce qu'ils font les ados sur Mais Internet qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Bonjour, je suis Héloïse, maman de 3 enfants connectés. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des plus grandes entreprises à les sécuriser contre tout type d'attaque sur Internet. Je fais partie de ce que l'on appelle les experts en cyberdéfense. Et pourtant, comme vous peut-être, quand mes ados ont été en âge d'avoir leur premier smartphone, je me suis trouvée complètement dépassée. J'ai donc décidé de créer ce podcast pour nous permettre de nous informer et avoir des opportunités d'échange avec eux. Aujourd'hui, on parle donc de jeux vidéo avec Gabriel, qui a 20 ans et vit dans le département du 78. Il poursuit des études de commerce, dispose d'un smartphone depuis la classe de 6e, d'un ordinateur qu'il peut utiliser sans contrainte de temps. Pour m'aider à comprendre l'environnement des jeux en ligne, je lui ai demandé de l'aide. Bonjour Gabriel, comment vas-tu ? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, je te remercie. Donc tu poursuis des études de commerce. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Alors actuellement je suis dans le commerce du sport, du coup dans une école qui s'appelle l'ESG Paris. Et j'essaye de me tourner vers ce qu'on appelle une section e-sport, dans un domaine plutôt de la communication ou de l'événementiel. Donc l'e-sport, pour expliquer très rapidement ce que c'est l'environnement professionnel des jeux vidéo. Donc c'est un peu la Ligue 1 pour le foot, mais version jeux vidéo avec des jeux différents, etc. Du coup, c'est plutôt dans cet environnement-là, on va dire. Est-ce que toi, tu pratiques un sport ? Alors, j'ai pratiqué un sport. J'ai fait 10 ans de handball, mais j'ai arrêté un peu après le Covid. Blessure plus moins l'envie, on va dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard ? J'adore organiser des événements. Dans ma vie de tous les jours, j'adore faire des soirées, j'adore les organiser et j'aime bien. C'est pas pareil, mais c'est un peu pareil, un peu au final. Donc peut-être faire des événements, plus dans l'e-sport, mais ou événementiel en général, ou un peu de communication si j'aime bien ça. Bon, voilà, ce serait ce que j'aimerais faire après, c'est pas encore figé. Mais c'est mon goal. Alors, le message est passé. Tu as donc eu ton premier téléphone en classe de 6e. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé au moment où tu as ouvert la boîte ? Ah, je me rappelle très bien parce que c'était à mon anniversaire. En plus, c'est en octobre, donc c'est rentré. Ça tombe bien parce que je n'avais pas de téléphone et tout le monde autour de moi avait un téléphone. Donc j'étais un peu lésé. Dès que j'ai vu le téléphone, je me suis dit, oh, la liberté. La liberté, je vais pouvoir appeler des gens, je vais pouvoir écouter de la musique, regarder des vidéos. Ah, c'était soulagé, je pense, je dirais, d'être connecté. Est-ce que tu te rappelles si tu as eu des recommandations à cet âge-là, au moment où tu as reçu ce téléphone ? Oh, de mon père, il m'a dit de faire attention au réseau, évidemment. Parce que bon, comme il bosse également dans le milieu de la cyber, il s'y connaît un peu, même si bon, c'est pas un expert des réseaux. Il sait qu'il peut y avoir des dangers, donc forcément, si on est petit, il faut faire attention. Il m'a dit de pas trop aller sur les réseaux, ce que j'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû. Bon, pour moi, ça s'est bien passé, mais pas forcément pour tout le monde. Il faut faire attention quand même. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Quand il t'a dit de faire attention, est-ce que tu savais à quoi ? Ah, alors au début, je pense que c'était plus les personnes qui essayent d'abuser des jeunes pour essayer
leur voler des choses, des trucs comme ça. C'est assez courant sur les réseaux. Ils sont passés pour quelqu'un d'autre alors qu'ils sont beaucoup plus vieux ou quelqu'un de notre âge. Et après, ils donnent rendez-vous parce qu'ils habitent pas très loin. Et au final, faites voler. Enfin, truc qui arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Il faut forcément faire attention parce que quand on est petit, on s'en rend pas forcément compte. Donc, quand on grandit, on voit les gens, ça se voit quand c'est pas ce qu'ils prétendent. Mais quand on est petit, on n'a pas forcément le discernement, donc il faut faire attention. Et il a bien fait de me le dire d'ailleurs. Le fait qu'ils te le disent, du coup, tu en as pris conscience dès l'âge de la 6e ou tu penses qu'il y avait quand même une démarche de ta part un peu plus tard pour avoir le discernement dont tu parles? Bah alors je pense que j'ai quand même fait plus attention. J'ai quand même tendance à essayer de l'écouter au moins sur ce domaine-là. Tout qu'il y a un petit truc, mon frère aussi s'était fait. Il y a eu un petit problème, pas lié au réseau, mais du coup forcément j'étais un peu parano. Mais ouais, après forcément, les réseaux c'est comme tout ce qui est connecté. Il faut savoir se déconnecter, enfin faut savoir pas se déconnecter, mais faire la différence entre ce qui est la vraie vie et ce qui ne l'est pas. Donc quand on parle à quelqu'un qui n'est pas dans la vraie vie, on ne doit pas lui faire confiance, comme on pourrait faire confiance à quelqu'un à qui on parle de face à face. C'est pas pareil. Aujourd'hui, on va parler de ta consommation du téléphone. Comment est-ce que tu répartis ton temps d'écran et ton temps de scolarité, d'études, de jeux avec tes amis, tout ça? Bah alors moi, j'ai la chance d'être dans une école qui prend pas beaucoup de temps pour l'instant. Ah, ils ont 3h30 de cours par jour. Je peux assez bien répartir mon temps. Bah c'est bon, bah, je vais en cours du coup. Ce qui me prend 3h30 plus 3 heures de trajet. Après le reste, bah, souvent les temps de trajet, je suis pas sur mon téléphone évidemment, ou à écouter de la musique. J'écoute beaucoup de musique, mais bon, ça reste être connecté, hein. Et après quand je rentre, bah, je me mets direct sur mon PC, que ce soit pour regarder des vidéos, des streams, donc enfin des lives quoi, c'est en direct, sur des trucs que j'aime, ou juste jouer avec mes amis en appel Discord, donc en appel quoi. Donc ouais, je dirais une bonne grosse partie de ma journée sur les écrans quand même. À quelle heure tu te couches? Alors, je suis insomniaque en plus de ça, donc moi, se réveiller à 3h30, 4h, à peu près. À peu près. À 3h30, 4h du matin? Oui, du coup, parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'essaie d'arrêter au moins 2 heures avant. Enfin, quand je vais me coucher, j'essaie d'arrêter vers minuit, 1h. Mais le temps que, bah, comme j'ai du mal à dormir, bah, le temps que je m'endorme et tout, que je pense à rien, ça prend du temps. Bon, je règle ça, mais c'est personnel, c'est pas forcément un problème de tout le monde. J'essaie de faire gaffe quand même. Alors, tu essayes de faire gaffe comment? Quelles règles tu t'es imposées, par exemple? Bon, alors, déjà, si on veut dormir, faut arrêter les écrans un peu avant quand même. Enfin, faut pas juste, hop, on arrête le PC par exemple, on va dans le lit, on se couche. Ça va pas forcément marcher. Après, moi, c'est un peu spécial, j'ai besoin de bruit de fond pour dormir. Du coup, souvent, je mets une vidéo loin et je la laisse tourner pour qu'il y ait un bruit de fond et je m'endors devant. Mais je sais que c'est pas forcément la bonne idée, parce que moi, c'est ça qui marche pour moi, mais vaut mieux juste tout éteindre. Et surtout mettre en silencieux son téléphone, parce que sinon, à la moindre notification, on tourne la tête, on regarde. Et reparti pour au moins 30 minutes sans dormir, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens fatigué? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que bah, déjà, j'ai l'habitude de pas beaucoup dormir, pas depuis longtemps. Et puis ça va, je fais quand même gaffe à avoir le sommeil qu'il me faut pour pouvoir tenir la journée un minimum. Parce que sinon, je serais totalement fou. Et tu penses qu'à 20 ans, tu as besoin de combien d'heures de sommeil? Je dirais minimum 6 heures. 6 heures, normalement, c'est le minimum. Après, je peux être vers les 4h30, 5h, mais normalement, ça m'arrive pas trop. Normalement, c'est minimum 6 heures. Et le mieux, c'est 8 heures, je dirais. Sur les contenus que tu consommes en ligne, c'est quoi les principaux types de contenus? Alors, on a compris les jeux en grande partie, et ça, on va en parler. Et sinon, c'est sur quelle plateforme? Bah alors oui, du coup, les jeux, beaucoup de jeux. Sinon, bah, vers des vidéos sur YouTube, du coup. Parce que je regarde énormément de choses. Du coup, comme je l'ai dit avant, j'aime bien le milieu de l'e-sport, moi. Et j'aime bien m'informer quand j'aime bien un milieu. Donc, je regarde beaucoup de live sur Twitch. Du coup, c'est une plateforme de streaming. C'est la plus grosse d'ailleurs, où il y a à peu près tout ce qui se passe au niveau des réseaux. Et bah, souvent, soit je regarde des compétitions, soit juste des gens que j'aime bien. Des fois, c'est sympa, juste on les écoute parler. Puis sinon, grand fan d'animé, donc des animations japonaises. Sur Crunchyroll, par exemple, des trucs comme ça. Alors, Twitch, je connais pas. Par rapport à YouTube, c'est quoi la différence? Ah, la différence par rapport à YouTube, c'est que YouTube, c'est des vidéos qui sont préenregistrées, puis montées, mises sur la plateforme. Donc, ça prend entre 10 et ça peut aller jusqu'à 2 heures, mais c'est très rare. Mais c'est préenregistré, alors que Twitch, c'est du live. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de deuxième chance. Ils diffusent en direct ce qu'ils font. Donc, si jamais ils jouent
On voit en direct ce qu'ils font. En fait, ils ont un chat. En gros, c'est là où les personnes qui les regardent peuvent parler avec eux. En gros, c'est plus vivant, c'est pour interagir en fait avec leur communauté directement. N'importe qui peut avoir un compte sur Twitch? Oui, oui, n'importe qui. Après, quand ils lancent leur live, du coup, ils peuvent mettre une restriction d'âge par rapport à comment ils parlent, par rapport à ce qu'ils mettent sur le live. Du coup, par exemple, si jamais ils savent qu'ils vont dire des mots grossiers, hop, un moins de 18, et du coup, si le compte est moins de 18 ans, bah, il peut pas y accéder. Et ce qu'on voit, c'est des vidéos des gens ou c'est une démonstration des jeux qu'ils font en ligne? Bon, moi, ce que je regarde, en tout cas, il n'y a pas que ça. Il y a des gens, juste, ils parlent. Ils se mettent devant une caméra, c'est en direct, et ils parlent avec les gens qui sont en train de le regarder. Voilà, ils font une sorte d'interaction. Sinon, ceux qui jouent aux jeux vidéo, bah, en fait, ils jouent comme s'ils jouaient tout seuls. Juste qu'ils mettent une caméra où il y a leur tête. Ils diffusent leur jeu en direct. Et ils parlent avec du coup, les gens qui les regardent. Ils commentent un peu. Mais du coup, ouais, c'est en direct, c'est pas... Il n'y a rien de retouché. L'accès à Twitch est autorisé pour les mineurs? Ah oui, oui, c'est autorisé pour absolument tout le monde. C'est ce que revendique un peu la plateforme, c'est d'être tout public. Il y a de tout. Après, c'est comme tout, il faut savoir trier, il faut savoir se gérer tout seul. Hein. C'est pareil sur Internet, de toute façon, ce sera partout pareil. Quand tu me parles de Twitch, j'ai le souvenir de 2 sites internet dont j'avais entendu parler par le passé. Omegle, dont je parle dans l'émission numéro 2, me semble-t-il, et qui a suivi un site qui s'appelle Chatroulette. Je vois à ton sourire que tu comprends à quoi je fais référence. Est-ce que tu peux raconter ce que tu comprends de ma question? Disons que c'est pas pareil que Twitch, c'est une interaction directement avec 2 caméras, 2 personnes qui discutent. En fait, c'est des personnes qui sont sur site, qui vont être mises ensemble aléatoirement, donc des personnes qui ne se connaissent pas, qui vont être mises ensemble pour, normalement, le principe serait de discuter. Et avoir le problème de Meagle, par exemple, que bon, il n'y a pas que des gens qui veulent discuter amicalement, on va dire. Il y a des gens qui sont juste là pour insulter des gens gratuitement parce que ça leur fait plaisir. Il y a des gens qui vont mettre des trucs porno parce qu'ils sont fous. Et il y a des gens qui veulent essayer de te manipuler pour avoir des choses de toi. Omegle, c'est vraiment pas recommandé normalement. Faut faire gaffe parce que c'est pas modéré en fait. Il n'y a aucune censure dessus. Donc en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand il n'y a pas de censure, les gens deviennent fous. Donc sur Twitch, il y a de la censure. Alors Twitch, pornographie, c'est banni. En fait, les personnes qui, par exemple, si jamais il y a... Je dis n'importe quoi, mais si on voit en dessous du nombril, bah, la personne qui diffuse le live, donc le propriétaire de la chaîne, va directement être banni du site, complètement. Et des trucs comme ça, il y a les jeux d'argent aussi maintenant, je crois que je crois qu'il y a une réglementation sur les jeux d'argent maintenant, en ligne, poker en ligne, tout ça. Et après, c'est un peu tout. Après, tout ce qui est grave, évidemment, tout ce qui touche aux ethnies, les mots qu'on ne doit pas dire, évidemment, l'homophobie, etc. Tout ça, c'est banni. Et en plus de ça, sur donc les chats, l'endroit où les gens peuvent écrire, la personne qui va diffuser le live, elle peut mettre des mots à bannir. Donc si par exemple, il y a un gros mot qui part, bah, si jamais le mot est banni, la personne ne peut plus parler. Pour essayer de censurer un maximum les gens qui veulent juste soit être malpolis, soit être grossier, soit vouloir faire des choses qui ne se font pas normalement, surtout quand on sait qu'il peut y avoir des mineurs. As-tu des limites personnelles en matière de temps passé sur les écrans? Personnellement, non, pas vraiment. Parce que une grosse partie de ma vie depuis longtemps maintenant. J'ai des amis maintenant aussi. Maintenant, c'est aussi quand je peux pas forcément sortir voir mes amis dans la réalité, bah, j'aime bien aussi, justement, si eux s'ils peuvent pas sortir parce qu'il y a des choses à faire, pas beaucoup de temps, bah, on se met du coup sur Discord. Donc en gros, on peut s'appeler comme un appel téléphonique, mais c'est sur PC. Et en même temps, bien notre jeu au fond, ou tout ce qu'on veut. Du coup, ça me permet de parler avec eux, de faire quelque chose que j'aime bien aussi avec eux, donc de jouer, mais pas forcément que. Il y a plein de trucs que tu peux faire forcément en ligne sans jouer. Et ouais, j'ai pas beaucoup de restrictions. Je joue pas mal par jour, ou alors je regarde pas mal de choses. Je te propose de faire un jeu. Tu vas me catégoriser de 1 à 5. 1 étant pas du tout, 5 étant tout à fait. Les questions suivantes, d'accord? Donc, le smartphone est-il un bon outil pour suivre sa scolarité, c'est-à-dire les bulletins, les notes, les résultats, etc., et les informations des professeurs? Je dirais 4, globalement. Parce que, alors, ouais, c'est très pratique, c'est d'un coup. Ça dépend juste de l'application des professeurs aussi. Et de l'école en général. Il n'y en a pas tous qui sont le réflexe, parce qu'ils ne sont pas forcément tous connectés. Ouais, je dirais plus 3,5.
Les écrans sont-ils un bon outil pour trouver un métier? Ah, je vais dire 2, parce que il y a plein de sites qui sont super pour retrouver un métier sur Internet. Welcome to the jungle, des trucs comme ça. C'est bien pour trouver l'opportunité, mais pour trouver vraiment le travail, il va forcément falloir se déplacer, quoi. Les écrans sont-ils un bon outil pour se faire des amis? Alors là, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pas forcément tout le monde. Moi, je dirais 4,5. C'est-à-dire que moi, voilà, je vais peut-être devoir en reparler plus tard, mais j'applique une règle que je ne parle pas ou ne discute pas longtemps avec des personnes qui n'ont pas été en contact avec quelqu'un que je connais dans la vraie vie. C'est-à-dire que pour me faire des amis, d'amis que je connais vraiment. Donc oui, pour ça, c'est formidable parce que juste du coup, tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas rencontrées par l'intermédiaire de quelqu'un que tu connais, donc en qui tu as confiance. Pour moi, c'est vraiment un très bon moyen, tant qu'on sait à qui parler, on va dire. Les écrans sont-ils un bon outil pour trouver une petite amie? Ouais, je dirais 2 quand même, hein. Moi, c'est un peu pareil que le travail. Pour moi, c'est... Il peut y avoir le premier pas pour y avoir la démarche, mais tant que c'est pas réel, c'est un peu compliqué, quoi. Les écrans sont-ils un bon outil pour suivre l'actualité? Là, je mets 5. C'est juste partout, sur tous les sites. Twitter, Insta, plus Twitter en vrai. Mais même juste les sites des journaux. Il y a des journaux, il y a plein de sites. C'est super pratique. Et la dernière question, je crois que je me doute de la note que tu vas mettre. Les écrans sont-ils un bon outil pour se divertir? Moi, je mets 5, effectivement. Mais bon, je vais peut-être mettre 4 en fait, parce que pour se divertir un temps, mais il faut aussi faire autre chose. Pour se divertir, oui, mais si on peut sortir aussi, voir d'autres gens, enfin, voir des gens dans la vraie vie, c'est quand même bien aussi, donc faut... Oui, ouais, 4. Penses-tu que les écrans affectent ta capacité à te concentrer sur tes études ou tes activités? Je dirais qu'à un moment, ça l'a été. Je ne pas dire quand. Je dirais peut-être lycée. En fait, c'était pendant le Covid, globalement, comme on était tout le temps chez soi. Bah forcément, il y a les deux en parallèle. C'est soit un cours à distance en Zoom, soit jouer. Bon, le choix était vite fait. Mais normalement, non. Normalement, ça peut te distraire un peu. C'est normal. Pour autant, rater complètement ses études ou décrocher complètement, normalement, non. Est-ce que tu as déjà ressenti de la dépendance aux écrans? Ouah, je crois qu'on est un peu tous dépendants aux écrans, hein, j'ai l'impression. Plus ou moins, évidemment, enfin, surtout à mon âge, enfin, vers mon âge. Parce que bon, même si on peut dire ce qu'on veut, on est tout le temps sur notre téléphone, ça reste un écran. Même des fois, quand on est avec des personnes dans la vraie vie, on est sur notre téléphone, c'est un écran, donc en soi, on est dépendant, mais je trouve que tout le monde est dépendant. Après, moi, je le suis particulièrement, dans le sens où il y a un peu toute ma vie qui se passe sur les écrans, vu que le métier que je veux faire se passe sur un écran, globalement. Mais ouais, mais après, je suis dépendant, mais c'est décrocher quand il faut vraiment décrocher. C'est-à-dire que c'est ma source principale d'amusement, même de connaissances. Mais par contre, il faut savoir pouvoir décrocher au moment parce qu'il y a autre chose à faire à un moment. Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Je dirais être vraiment dépendant à un point grave, sur le jeu vidéo ou écran, c'est occulter complètement le reste. On ne voit plus rien, on voit que les écrans. Et on ne fait plus ce qui doit vraiment être fait. Là, ça devient vraiment dépendant, problématique. C'est quoi la dernière fois où tu t'es dit, tiens là, il faut vraiment que j'arrête parce que j'ai autre chose à faire? Bah, hier soir, je me suis dit, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je dorme. Parce que sinon, je vais être fatigué. Et que bah, même si j'avais quand même envie de jouer, bah, j'ai des choses à faire, faut dormir. Et du coup, faut se lever. Et du coup, faut arrêter. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec un adulte sur cette consommation d'écran où tu vois bien que les adultes pensent que c'est une génération perdue qui passe trop de temps sur les écrans, etc. Est-ce que tu peux nous raconter? Bon, j'ai eu plusieurs interlocuteurs, effectivement. Et bah, premier, mon père, évidemment. Mais qui n'est pas forcément dans le jugement, je dirais plus qu'il essaye de comprendre, effectivement. Parce que pour le coup, je suis particulièrement connecté. Par exemple, mon frère, lui, parce que j'ai un frère qui est plus grand que moi. Il est un peu moins, alors pourtant, il est totalement dans cette génération-là aussi. Mais ouais, alors d'abord avec mon père, du coup, il essaie de comprendre parce qu'il voit que je passe beaucoup de temps. Il s'inquiète. Enfin, premier lieu, il s'inquiétait. Ça fait un petit moment, du coup, qu'on en discute. Il s'inquiétait parce que beaucoup de temps sur les écrans depuis petit. Au début, c'était pas inquiétant. Après, je commence à un peu augmenter la dose. Il commence à s'inquiéter, à se dire que j'étais complètement dépendant et que j'arrêtais jamais. On a discuté. Après, du coup, il s'est renseigné aussi. C'est important quand on est parent de se renseigner aussi. Parce que, alors nous, quand on joue, on n'a pas toujours raison. Loin de là.
Mais on n'a pas tout le temps non plus. Il faut savoir faire la part des choses. Après, j'ai rencontré des adultes aussi qui, oui, pensent vraiment qu'on est perdu, qu'on sait plus vivre. Parce que aussi, le truc, c'est que, enfin, moi, en tout cas, ce que je mets dans mon argumentaire quand je parle avec ces gens-là, c'est qu'on a quand même des contacts sociaux de une. C'est pas parce qu'on joue ou qu'on est sur nos écrans qu'on voit pas du monde dehors. Je veux dire, on va juste à l'école, ça nous fait des contacts sociaux. On a des amis, normalement. Après, il y a des gens plus ou moins fermés, ça dépend au cas par cas. Mais ouais, et puis même, ça fait, pour les gens qui sont fermés, ça fait quand même une interaction sociale. Elle n'est pas réelle, mais par exemple, quand on est fermé, ça peut aider à s'ouvrir un peu, d'avoir parlé à des gens qu'on voit pas. Parce que n'importe qui, normalement, derrière un écran, se sent plus en sécurité que forcément dans la vraie vie. Moi, je sais que je connais plein de personnes qui, alors, dans la vraie vie, sont vraiment très timides, très réservées, parlent pas trop, restent dans leur coin. Dès qu'ils arrivent derrière leur écran, bah, ils se libèrent et après, ça impacte la vraie vie, en fait. Parce que ça reste leur personnalité. Donc, ouais, je dirais que ça dépend des adultes, en fait. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts. Il faut juste soit pouvoir avoir un bon argumentaire pour discuter avec eux et pas être fermé à aussi ce qu'ils disent. Et à l'inverse aussi, que les adultes puissent se renseigner ou justement leur donner les clés pour se renseigner. Alors, si tu veux bien, on va parler des différentes catégories de jeux en ligne. L'objectif, là, c'est de me permettre, à moi, par exemple, de pouvoir discuter avec mon enfant de ces jeux sans avoir l'air complètement novice et qui se sentent finalement en sécurité et en confiance parce que je sais de quoi il en retourne. Je te laisse nous expliquer les catégories qu'il y a, les types de jeux et tout ça. Bon, alors on va commencer simple. Je vais dire, alors il y a les jeux qu'on dit shooter première personne, shooter troisième personne. Donc alors un shooter, c'est, bon, je vais donner les plus connus, Call of Duty par exemple, ou Counter-Strike. En fait, c'est des jeux où le moment on tire sur d'autres gens. Première personne, du coup, on va avoir la vue comme si on était la personne, donc comme si on voyait à travers les yeux de quelqu'un qui tire sur d'autres gens. Plus ou moins de sang, évidemment, plus ou moins de violence dans le jeu, mais le fait est qu'on tire avec une arme et que c'est contre d'autres personnes, normalement contre d'autres humains, même si on peut jouer contre des ordinateurs, mais très peu de gens font ça parce que très peu amusant. Et troisième personne, si on a la vue du dessus, c'est tout simplement ça qui change. Donc voilà, donc shooter, je pense que c'est une des catégories les plus connues. On a le RPG, dit Role Playing Game. Donc en fait, on incarne un personnage, souvent, on va se plonger dans une histoire, on incarne le héros de cette histoire. Et souvent, c'est des jeux qui se font seuls, la plupart du temps, parce qu'une grosse histoire narrative, une grosse place à l'histoire plutôt qu'au jeu avec d'autres personnes. Donc ouais, on incarne un héros, on devient quelqu'un d'autre, quoi. Après, très connu, le MMO et le MMORPG. Alors MMO, c'est massivement multijoueur. Donc c'est-à-dire que c'est un gros serveur, des milliers de personnes dessus. Tu en crois, c'est vraiment fait pour, à l'inverse du RPG, c'est fait pour jouer avec quelqu'un en fait. C'est fait pour avoir des amis dessus, et enfin, faut jouer à plusieurs pour s'amuser. Et souvent, ça prend une grosse partie du temps. Et MMORPG, c'est massivement multijoueur, mais avec du role-playing game. Donc c'est-à-dire, on va incarner quelqu'un d'autre que nous-mêmes, mais dans un jeu fait pour le multijoueur, donc qui n'a rien à voir avec la narration, par exemple. Ça, il y en a des très connus. World of Warcraft étant le plus connu, mais c'est qu'un exemple parmi plein. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a les MOBA. C'est Multiplayer Online Battle Arena. En gros, c'est deux équipes qui s'affrontent. C'est que du joueur contre joueur, par contre, qui s'affrontent. Et tu vois qui est le meilleur, tout simplement. Le plus connu, il y a League of Legends ou Dota. C'est les deux plus connus. C'est très très développé. C'est à quoi je joue, par exemple, personnellement. Normalement, pas trop de violence dans ces jeux-là. Normalement, encore une fois, quid du game. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? MOBA, MMO. Le Battle Royale, le plus connu en ce moment pour les ados. Fortnite, évidemment. Ce genre de choses. Là, c'est simple. Parachuter sur un endroit. Ça peut aller entre 80 et, je dirais, 200 joueurs sur la même carte. Une partie, le but, c'est de tuer tout le monde et de finir premier. Simplement. Il faut juste être le dernier survivant. Pas forcément tuer tout le monde, mais être le dernier survivant. Voilà. Et c'est les plus gros types de jeux auxquels on va être confronté, normalement. Après, il y en a des niches. Globalement, les Sims, par exemple, qui n'a pas vraiment de nom. C'est juste, tu fais un personnage et tu lui donnes vie. Par exemple, je décide de faire un personnage et je le mets à Los Angeles et il devient DJ, par exemple. Mais ça, c'est des jeux très spécifiques
qui sont pas vraiment dans des catégories, on va dire. Après, les jeux de combat. Jeux de combat, donc Mortal Kombat, Tekken, violent. Violent plus ou moins. Mortal Kombat étant au-dessus de la liste pour le finisher. Enfin, le fatality pour être précis, qui est très violent. Qui vraiment, en dessous de 18 ans, normalement, on met pas ce jeu dans les mains d'un enfant. Parce que c'est revendiqué violent, c'est des cassages de colonne vertébrale, c'est des coupages de tête, c'est mieux de pas mettre les enfants devant ça, on va dire. Et voilà, c'est les plus grosses catégories. T'as commencé à jouer dès la classe de 6e à ces jeux? Alors moi j'ai commencé avant. J'ai commencé avant parce que j'ai commencé avec Pokémon. J'ai commencé avec Pokémon, la DS, évidemment. Je dois avoir 5 ans. 5 ans, puis comme j'avais un frère un peu plus grand, il avait aussi ses trucs à lui. Du coup, je voulais faire comme lui. Du coup, ouais, j'ai commencé assez tôt, mais à vraiment jouer, je dirais quand j'ai eu la PS3, donc ouais, ça devait être un peu avant la 6e. Un tout petit peu avant la 6e. Je crois que je devais avoir 8-9 ans, je dirais. Comment est-ce qu'on découvre un nouveau jeu en ligne? Alors, soit on peut voir passer du contenu dessus, parce que souvent les jeux sont très pubés, ou alors ce qui se passe beaucoup sur Twitch ou YouTube, du coup, c'est les OP, donc les opérations commerciales, pour puber le jeu. Ça peut donner envie de jouer. Il y a juste le voir passer comme ça quand on cherche des jeux, parce que des fois ça nous arrive de chercher des jeux parce qu'on en a marre de ceux qu'on voit sur une des plateformes qui existent, donc Steam, plus connu. Sinon il y a Epic Games, ce genre de choses, mais ça c'est plus des créateurs de jeux plutôt que des plateformes de jeux. Ou là, sur Steam par exemple, ils te mettent en avant des jeux qui coûtent moins cher, ou des jeux qui sont les top ventes du moment, et on peut découvrir un jeu comme ça, ou sinon par des amis qui jouent. Moi, la plupart du temps, quand je découvre un jeu, c'est parce qu'il y a un ami qui m'a dit viens jouer, c'est super bien. Du coup, j'arrive et je viens jouer. Mais ouais, j'irais plutôt amis de base et contenu. Parce qu'en vrai, chercher des jeux, c'est pas forcément tout le temps qu'on le fait. Mais si on passe du temps sur YouTube ou sur les réseaux en général, souvent on va passer des pubs aussi, beaucoup de pubs. Tout ce genre de trucs, ça donne envie de jouer et ça te fait découvrir pas mal de jeux. Donc les jeux sont payants. Combien ça coûte à peu près un jeu? Alors là, c'est très diversifié parce que de plus en plus, ces jeux deviennent gratuits. Avec du contenu achetable dans le jeu. Pas obligatoire. Donc du cosmétique, des choses comme ça. Ça va être pas mal de techniquement Fortnite, League of Legends, c'est les plus connus. C'est littéralement, tu viens sur le jeu, c'est gratuit, pas d'abonnement à payer, parce que ça peut arriver sur certains jeux. Juste, si jamais tu veux mettre 10 € pour que ton personnage soit plus joli, tu peux le faire. Après sinon, les jeux, ça peut aller entre 10 € jusqu'à sans édition de luxe, parce qu'il y a plusieurs éditions de jeux qui existent. Ça peut aller jusqu'à 60 €. Après édition de luxe, ça peut monter à 100 €. Et après, en fonction des jeux, il y a aussi des contenus additionnels qui s'ajoutent. Parce que par exemple, il y a une histoire. L'histoire, tu l'as finie au bout de, 30 heures de jeu. Sauf qu'ils n'ont pas envie que leur jeu soit mort au bout de 30 heures de jeu. Du coup, un an après, ils vont rajouter ce qu'on appelle un DLC. C'est du contenu additionnel qui peut être gratuit, dans très peu de cas, et qui souvent coûte entre 20 et 40 €, je dirais. Et après, sinon, il y a les jeux abonnements. Donc là, ça va souvent être les MMO, du coup, comme je disais, les jeux qui prennent du temps. World of Warcraft, tout ça, où là, ça va être un abonnement soit la semaine, soit au mois. Donc là, ça va de 2 € le moins cher, par un MMO français qui s'appelle Dofus, à 15 €, je crois, sur World of Warcraft par mois. Où là, faut préparer à donner 15 € par mois. Toi, tu dépenses combien à peu près par semaine ou par mois ou par an? Allez, par mois, parce que moi, je joue à déjà l'abonnement. J'achète pas tant de nouveaux jeux que ça, parce que j'en ai pas mal. Je dirais par mois, du coup, mes abonnements, en vrai, ça me coûte pas si cher que ça. Je crois que ça doit être 10 € maximum, moi, que je paye. Sur 2 jeux cumulés, donc ça va. 10 €, après, je me fais plaisir un petit peu. Je peux aller vers les entre 50 et 100 €, on va dire. Dépend du mois, en fait, dépend des sorties. Parce que si jamais il y a un jeu que je veux acheter, forcément, ça va monter plus. J'ai n'importe quoi, même par exemple en juin, un truc que j'attends beaucoup, qui va me coûter 60 €, mais que je vais acheter parce que j'ai envie de l'acheter. Qu'est-ce que c'est? C'est un des fameux DLC qui sort sur sûrement mon jeu préféré de l'histoire, qui s'appelle Elden Ring. C'est un monde ouvert narratif, c'est un RPG. C'est un monde ouvert, du coup, on peut se battre avec des boss, c'est quand on aime la difficulté. Est-ce que tu penses que des parents peuvent mettre des limites sur les durées de jeu ou les accès à des salles ou des environnements pour certains jeux? Alors, normalement, sur tous les appareils, pas sur les jeux en eux-mêmes, mais sur les appareils, soit il y a un contrôle parental, tout simplement. Donc on met le limite d'heure, on met un mot de passe,
et au bout d'un moment, tout s'arrête. Tout s'arrête, on est très déçu, on n'a pas le mot de passe, on le cherche absolument, mais on le trouve pas. Ça peut être comme ça. Après, il y a les méthodes un peu dures qui est de couper la connexion sur l'appareil en question. Ça, c'est très frustrant. Je vous conseille pas de faire ça parce qu'après, votre enfant va absolument toucher à toutes vos box pour essayer de trouver le moyen. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé. Mon père n'a pas réussi. C'est vraiment pas une bonne idée en vrai parce que ça trifouille partout. C'est infernal. Moi, je l'ai fait, hein, donc je sais. Non, je dirais en vrai, allez directement sur, soit sur la console, du coup, PlayStation 5, Xbox, soit sur le PC. Et souvent, il y a une limite d'heure en fait. Tu mets une limite. À partir du moment où ça s'allume, hop, le compteur il démarre et dès qu'il est fini, c'est fini. Sur la description des catégories de jeux en ligne, est-ce que tu vois d'autres choses, des éléments importants à partager avec des parents? Alors sur les catégories, je dirais que en fonction des âges, plus ou moins laisser de temps ou d'accès à certains jeux. C'est-à-dire que les MMO par exemple, qui prennent beaucoup de temps, c'est sûrement ceux qui font partie des jeux les plus addictifs, parce qu'il y a toujours des choses à faire dessus. World of Warcraft par exemple. Donc en fait c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps, parce que beaucoup de contenu, parce que le but du jeu c'est de te faire jouer un maximum, parce que c'est cool, c'est un grand monde, sauf que le problème c'est que tu plonges vite dedans, et qu'une fois que tu es dedans, tu peux ne pas t'arrêter. Moi j'ai une anecdote sur ce jeu qui s'est passé, pourtant c'est pas des enfants qui l'ont fait, c'est ça le pire. Mais quand c'est sorti, c'était vraiment un très gros phénomène. Vraiment, la plupart de la planète joue à ce jeu. Et en Chine, c'est vrai que 2 parents se sont arrêtés dans un cybercafé pour jouer. Et qui se sont dit un donjon de plus, donc c'est des instances où on voit pour jouer, gagner des récompenses, etc. Un donjon de plus. Et leur enfant est mort. Parce qu'ils sont restés trop longtemps. Donc il faut faire très attention parce que c'est très addictif. Ils l'ont oublié, la problématique. Du coup, sur ce genre de jeu, mettre une limite quand on ne sait pas s'arrêter, c'est important. Même moi, je sais que, par exemple, je joue beaucoup, mais je me dis au bout d'un moment, il faut que j'arrête parce que... En fait, c'est addictif, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Tu te dis, je peux pas m'arrêter là, il y a un autre truc, mais en fait, tout est proche, mais tout est loin. En fait, tout demande du temps, mais dans notre tête, puis même factuellement, c'est que la prochaine étape, donc tu as envie d'y aller, parce qu'en plus, c'est sympa de voir son personnage progresser et d'être fort dans un jeu. C'est cool. Ça, faut réguler. Et après, limite de temps, non, pas forcément. Gérer les MMO principalement. Hein. Bon, après, si jamais des enfants qui sont trop jeunes, faut pas qu'ils dépassent un certain nombre d'heures, parce qu'après, ou jusqu'à une certaine heure plutôt. C'est vrai que les arrêter par exemple 2-3 heures, 2 heures, je dirais, avant de dormir, c'est bien, parce qu'après, sinon, c'est la fête. T'as dit que quelquefois, toi, tu sentais le besoin de déconnecter. C'est quoi ce qui se passe dans ton corps ou dans ta tête, ou qui te dit, en fait, là, c'est trop? Soit parce que j'en ai marre, c'est normal d'en avoir marre, parce que tout joue souvent, au bout d'un moment, il y en a marre. Ça peut être la même chose, des fois, on n'en peut plus, puis des fois, on a juste envie de voir ses amis. Moi, personnellement, c'est mon cas. J'adore voir mes amis en dehors aussi, parce que c'est pas les mêmes, et j'aime bien passer du temps avec eux. Et je me réveille, je me dis, je joue un peu, mais je sors. Et du coup, j'organise, je sors. J'aurais plus juste une envie, en fait, c'est plus quand tu te réveilles, t'as envie de faire des choses. Et des fois, t'as pas forcément envie de jouer, même si t'aimes les écrans, moi j'adore ça. Et il y a des semaines entières où je passe à jouer 1 heure par jour, alors que la plupart du temps, je suis plus vers du 7 heures. Juste parce que j'ai envie de voir mes amis ou j'ai envie de sortir. Je dirais une envie de faire autre chose, en fait. De changer un peu et de voir ses amis pour un coup. Parmi les experts, certains énoncent une liste de risques qu'ils ont identifiés. Et comme tout à l'heure, j'aimerais que de 1 à 5, tu me dis s'ils ont raison ou pas de se pencher sur ce risque-là. On va parler du coup des risques liés à la consommation de jeux en ligne. D'accord ? Premier risque, c'est la dépendance. Donc les jeux en ligne peuvent devenir addictifs. Ça peut affecter des comportements ou des performances scolaires. Ils ont raison de s'intéresser au sujet ou pas, de 1 à 5? Je pense que je vais établir sur le milieu, je dirais 2,5. En fait, je trouve ça très situationnel, ces questions-là. D'ailleurs, en fait, ils sortent des théories sorties de partout. Mais la réalité, c'est que chaque humain est différent. Et même par rapport aux jeux ou par rapport aux écrans, il y en a qui vont plus ou moins dissocier ça de la réalité. Donc, savoir que c'est pas la vraie vie, que c'est pas comme ça, que forcément tu vas trouver un travail, qu'ils vont juste être plus sérieux à l'école et jouer quand ils le peuvent. Et la dépendance aussi,
Dépendant, je dirais plus 3 quand même. Parce que ça reste quand même assez addictif, parce que c'est plaisant. Parce que quand tu as des problèmes, tu vas sur un jeu, normalement, si tu vas sur ce jeu, c'est que tu es censé quand même t'amuser, si tu sors un peu de tes problèmes. Dépendant, je dirais, du sentiment d'être libre un peu, de ne pas avoir de problème normalement sur la plateforme. Donc ouais, je dirais 3 sur l'addiction et je dirais 2 sur tout ce qui est problème scolaire. Parce que normalement, quand on sait faire attention et qu'on a le sens des priorités, je n'ai pas vu grand monde avoir un problème sur ça. L'exposition à des contenus non appropriés. Donc, il peut y avoir des éléments violents, sexuels. Ça peut avoir un impact négatif sur le développement émotionnel et psychologique des plus jeunes. Ils ont raison de s'intéresser à ce sujet? Alors je vais dire 4, dans le sens où c'est vrai, il y a plein de trucs, il y a plein de jeux violents. Hein. Pornographie, beaucoup moins. Faut vraiment pas tomber sur les bonnes choses, ou pas faire attention à ce sur quoi on tombe. Je dirais 4 tant que c'est pas régulé. En fait, tant que soit les parents, soit les consommateurs eux-mêmes ne savent pas s'arrêter ou se stopper à l'endroit où ils voient que ça commence à devenir un peu trop pour leur âge ou pour juste eux. Par exemple, je sais pas, il y a différents types de violence, mais il y a des jeux qui peuvent être super violents, qui revendiquent être violents et qui le disent. C'est-à-dire que quand on achète le jeu ou qu'on l'installe, c'est dit directement, pays 18, il y a du sang, il y a de la violence. Je prends un jeu au hasard, mais un jeu de combat, par exemple Mortal Kombat, c'est un jeu super connu, Peggy 18 évidemment, où on voit des trucs très violents, des coupages de tête. Mais normalement, ces jeux-là, quand on est enfant, on n'est pas censé y avoir accès. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout faits pour un public comme ça. Donc je dirais 4 parce qu'il y en a partout en fait. Mais si on est régulé par les parents ou par nous-mêmes, franchement, 1, parce que si jamais on va sur quelque chose où on sait qu'il n'y a rien, il n'y aura rien en fait. S'ils n'ont pas le choix de dire s'il y a quelque chose dedans. C'est-à-dire que si jamais il y a de la violence qui n'est pas dite, après eux ça leur fait des problèmes, ils n'ont pas envie de problèmes. Du coup, faut juste voir ce que l'enfant, ou même nous, parce qu'il faut être un peu responsable aussi, ce qu'on télécharge, ce qu'on installe, ce qu'on achète, et se brider aussi, parce qu'on n'a pas l'âge, c'est comme ça. Un autre risque qui a été identifié par les experts par rapport aux jeux en ligne, c'est la cyber-intimidation. C'est-à-dire que des jeunes peuvent être victimes d'intimidation lorsqu'ils jouent en ligne, soit par des messages haineux, soit par des menaces ou des comportements hostiles et tout ça. Est-ce que tu vois de quoi on parle? De 1 à 5? On dirait que oui. Ça va être 5, évidemment, parce que déjà, les gens ne savent pas à qui ils s'adressent quand ils sont sur Internet, notamment sur les jeux. Il n'y a pas marqué l'âge, il n'y a pas marqué. Et les gens n'ont pas la retenue de se dire « Ah, peut-être jeune, il est peut-être mineur, il est peut-être faut pas l'insulter. » Parce que moi, perso, à mon âge, et normalement la plupart des gens qui jouent depuis longtemps au jeu, pas tous, attention, on a des super sensibles, il faut faire attention. Mais la plupart du temps, on s'est quand même dissocié que quelqu'un il s'est énervé à cause d'un jeu, il va t'insulter, ça arrive. Mais le fait est que ça arrive très souvent, tout le temps. Il y a des moyens de contrer ça, évidemment. Mais je suis exposé absolument tout le temps, tant que tu joues contre des gens qui sont des humains. Quand tu vas jouer à un jeu, du coup, comme je les ai appelés les RPG, donc avec une histoire, une narration, tout ça, le jeu tout seul, alors là, absolument aucun problème. Il va y avoir aucune intimidation, aucun porno hors GTA. Mais on pourrait y revenir plus tard, parce que ça, c'est un sujet à part entière, GTA. Mais oui, après, c'est quand on est jeune ou quand on est parent et qu'on a peur de ça, il faut censurer. Enfin, il faut s'auto-censurer et censurer. Parce que bon, aussi, ce qui peut amener la cyber-intimidation et que pas beaucoup de gens en admettent, c'est qu'on est peut-être les premiers à lâcher les premiers mots aussi. Si on est énervé dans un jeu, on va peut-être sortir notre clavier ou notre micro et insulter quelqu'un comme si jamais, je sais pas, si on était énervé contre lui alors qu'on le connaît pas. Il faut faire gaffe aussi à se retenir, soit s'auto-censurer. Moi, ce que j'ai fait à un moment, j'étais très à cran. Je me suis juste, souvent il y a des options qui tu t'interdis toi-même de parler en fait. Ou des options où tu ne vois pas, où tu n'entends pas les gens qui sont avec toi. Donc je dirais 5, tant qu'on ne se régule pas. Après, si on se régule totalement, 0. En fait, faut faire attention. Finalement, ta recommandation, c'est effectivement de s'auto-censurer et ou couper le son, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est un moyen de prévention. On a déjà parlé de l'impact sur le sommeil, en tout cas sur le tien. Donc, je ne vais pas revenir sur ce risque-là. L'exposition à des prédateurs en ligne. Donc,
On sait que des jeunes peuvent être vulnérables à ce type de prédateurs lorsqu'ils jouent à des jeux en ligne qui sont non surveillés. Alors je vais mettre, je dirais 2, dans le sens où ça arrive sur des jeux pas surveillés. Ça arrive très peu souvent. Parce qu'il y a très peu de gens qui vont jusque-là. Même si derrière un écran, les gens se permettent un peu tout. Ils ont quand même une limite, normalement. Je dirais plus, en fait, c'est un environnement à éviter. C'est dans chaque jeu qui sont pas régulés, il y a, je dirais, 99% de safe place, où rien ne va se passer, absolument rien. Il y a même moins d'1% où il faut absolument pas y aller. Parce que tu peux absolument rencontrer des gens fous. Ça m'est déjà arrivé d'y aller, parce que j'avais l'âge et pour voir ce que c'était. Et pourtant, je n'en ai pas trouvé. Mais je sais qu'il y en a, il faut faire attention, c'est sûr. Après, normalement, l'exposition est pas grosse. Il y a comme très peu de jeux qui régulent pas ce genre de choses. Mais ça arrive. Les problèmes de sécurité en ligne, c'est-à-dire le partage d'informations personnelles avec des inconnus ou le téléchargement de logiciels malveillants à partir de sites de jeux qui ne sont pas sécurisés. Alors, moi je vais dire 2 aussi, dans la mesure où ce que normalement où tu télécharges les jeux, ça va directement sur des sites qui sont sécurisés. Par exemple Steam, sécurisé à 100%. Après, il y a toujours un petit peu de partage de données, forcément, c'est Internet, il y en a un peu partout. Mais pas avec d'autres gens, c'est interne. Pareil avec Discord, par exemple, je dis n'importe quoi. Certes, c'est enregistré, mais tant que le FBI ne demande pas les infos, ils n'ont pas les infos. Ouais, bah en vrai, après, faut absolument pas cliquer sur les liens qu'envoient les gens. S'il y a bien une règle qu'il faut faire, c'est que dès que quelqu'un envoie un lien, surtout pas cliquer. À part si vous reconnaissez l'adresse du site, qui peut arriver. Enfin, moi, je sais que sur League of Legends, il y a un site qui s'appelle OPGG, où tu peux voir l'historique des parties des gens. Ce site est sécurisé, je sais que si je vois exactement l'URL que je veux, donc je copie le lien, je le recolle autre part pour voir, là je peux y aller, mais normalement même les jeux, quand vous cliquez sur un lien, ils vous disent faites attention, ça vient pas de nous. Donc remarquez, vous êtes vraiment sûr de y aller. Enfin, si vous êtes vraiment sûr, bah, ça vous risquez péril, mais normalement, faire attention à surtout pas cliquer sur les liens. Sinon, non, tant qu'on n'installe pas sur n'importe quoi en fait. Ça reste pareil, tout ce qui est torrent, les trucs comme ça, faut mieux éviter, quoi. Torrent, c'est une plateforme de téléchargement en ligne. En fait, tu télécharges un peu tout ce que tu veux là-dessus. Pour le coup, il y a films, jeux, il y a des jeux d'émulateurs, ça s'appelle. L'émulateur, c'est normalement on a un PC, on a envie de jouer à un jeu DS. On émule, donc ça veut dire on copie la DS. Enfin, ce qu'aurait été une DS, mais sur un PC. Et on télécharge des jeux. Ça s'appelle des ROM. Et il y en a plein qui sont pas trouvables, enfin qui sont très durs à trouver, des safes, tout ça, faut faire très gaffe. Il y en a plein sur Torrent, sauf que Torrent, c'est très peu sécurisé. Enfin, c'est pas sécurisé du tout, en fait, c'est clairement l'endroit où tu te fais pirater le plus simplement possible. Tu cliques sur le lien pour télécharger, ça met forcément un autre truc dans ton PC. Torrent, faut pas y aller. Ou faut vraiment clean son PC. Faut vraiment être très bon là-dessus, quoi. Mais faut pas y aller, c'est plus simple. Alors, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que tu t'étais déjà trouvé devant des cas concrets problématiques. Le premier, c'était le cyberharcèlement. Tu peux nous raconter ? Alors bien sûr, bon, ça va se passer évidemment sur les MMO. Donc les jeux qui sont massivement multijoueurs, c'est l'endroit où on va trouver le plus de personnes possible, donc forcément le plus de problèmes possibles également. Moi, comme je suis un vieux joueur, entre guillemets, je joue à des vieux jeux. Et je joue à un vieux MMO qui s'appelle Grand Fantasia, qui n'est pas du tout connu, qui n'a pas une très grosse communauté, une petite communauté française. Et il se trouve que je jouais avec des amis, dont mon frère d'ailleurs. On s'était remis à jouer tranquillement. On a intégré une guilde. Donc une guilde, c'est un endroit où on joue avec d'autres joueurs que tu connais pas forcément, mais juste jouer, pas forcément être en appel ou quoi. Juste pour avoir des gens avec qui jouer, si jamais t'as pas tes amis, mais pas forcément être impliqué, on va dire. Il se trouve que j'étais dans une guilde avec des gens que je connaissais. Et dedans, il y avait une fille qui était là depuis avant moi. Et il y avait un autre mec, du coup, qui était aussi là avant moi. Et qui avait commencé parce que en gros, souvent, des fois, ils font des serveurs Discord pour parler entre eux, pour organiser des trucs, ça arrive. Et si tu veux aller en appel, tu peux y aller, évidemment. C'est 2 qui faisaient partie d'aller en appel. Et ce mec-là, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs,
a pas dû voir beaucoup de femmes dans sa vie, parce qu'instantanément, dès qu'il a entendu sa voix, elle est dans ses messages, commence à lui parler, être insistant, on va dire. Du coup, elle lui a répondu qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. Ça l'a pas arrêté. Après, il a commencé à dire qu'il voulait des photos nues d'elle, etc., des trucs comme ça. Elle en a pas parlé au début, parce qu'elle sentait un peu la pression du truc, parce que c'était un mec qui était là avant elle et qu'elle aimait bien cette guilde et qu'elle voulait y rester. Qu'elle se disait que peut-être que si elle en parlait, ça allait mal se passer. Et c'est juste un soir, vers 3h du mat, quand je jouais avec elle et que j'étais en appel pour le coup avec elle et avec un autre mec, qu'elle nous a dit qu'ils avaient envoyé ces messages-là et qu'elle l'avait pas dit par peur des répercussions. Donc déjà, le problème, c'est qu'il y a un peu une pression qui n'est pas fondée normalement, parce que la plupart des gens sont absolument contre ça, dont moi, qui ne supporte absolument pas ça. Je trouve ça abject, surtout du côté des femmes, que ça arrive trop souvent. De moins en moins, mais trop souvent, où je sais pas ce que c'est, une femme, elle a pas le droit de jouer tranquillement, c'est bizarre. Bref, et du coup, dès qu'elle nous a dit ça, nous, pour le coup, on a intervenu, parce que normalement, c'est ce que vous devez faire quand vous croisez quelqu'un qui fait ça, ou qui est victime de ça en ligne. Faut absolument pas la laisser se démerder toute seule, parce qu'elle peut avoir peur, parce que se dit que c'est peut-être pas légitime, parce que c'est peut-être une blague, ou peut-être que c'est juste, je sais pas, qu'elle se dit que c'est rien, parce que c'est en ligne. Mais le fait est que au final, ça a impacté son mental. Du coup, on a décidé directement d'en parler avec les gens de la guilde, pour évidemment qu'il ne soit plus en contact avec elle, de une, et de deux, avoir une petite discussion avec ce mec qui fait comme beaucoup de gens, c'est-à-dire se sent un peu pousser des ailes quand il est derrière un écran, et a tendance à s'emballer un peu. Parce que bon, forcément, le premier argumentaire de toute personne qui fait ça, ça va être je rigolais. Forcément, je rigolais, c'était pas sérieux, etc. Sauf que bon, malheureusement pour eux, sur Internet, tout se garde, dont les screens, dont les messages. Et le problème, c'est que les gens peuvent les ressortir à tout moment. Et que quand tu dis ça, mais que des messages sortent après et qu'on voit que de une, c'était pas vraiment des blagues, et de deux, la personne t'a dit d'arrêter parce que si c'était des blagues, c'était pas drôle et que tu continuais, il n'y a plus d'argumentaire à avoir, et de toute façon, c'est pas des blagues à faire. S'il y a bien un truc qu'il faut pas faire, c'est ça, parce que c'est absolument affreux. Puis ça impacte vraiment le mental des gens, parce que même si c'est en ligne, ça tape sur le cerveau d'avoir quelqu'un qui vient comme ça t'envoyer des messages tous les jours pour te dire oh, dégage ton mec, je suis mieux, fous-toi nu de toi. Au bout d'un moment, c'est pesant sur le mental. Bref, du coup, on l'a aidé au maximum, et aujourd'hui, du coup, elle est plus victime de harcèlement, heureusement. Et je garde contact pour essayer au cas où, si jamais il y a d'autres choses, mais ouais, ça arrive peu. Moi, je n'ai pas vu souvent, honnêtement, des harcèlements comme ça, à ce point-là. Ça va souvent être des micro-trucs, c'est-à-dire sur des jeux. Ça peut être les femmes. Il y a vraiment des grands classiques des gens d'internet qui se croient drôles. Globalement, les femmes à la cuisine, tous les trucs comme ça. C'est une phrase, mais en vrai, c'est chiant. C'est chiant pour elles, et même pour nous, c'est chiant, c'est pas drôle. Mais ce genre de choses-là, où après, des insultes, 10 fois, qui peuvent aller un peu loin. Mais pousser comme ça, c'est rare, parce que si jamais ça vous arrive, ou ça arrive à votre enfant ou quoi que ce soit, ce que je vais comme conseil, moi, c'est bloquer la personne directement, en fait. Sur le jeu, et n'importe où elle peut vous contacter, bloquer de partout. Si elle me vous retrouve, c'est que c'est juste un psychopathe, et il faut appeler directement la police. Parce que c'est déjà arrivé. Surtout aux States, on va pas se mentir. Mais ouais, normalement, dès qu'il y a le moindre soupçon, on bloque, on s'en fout, c'est quelqu'un qu'on connaît pas de toute façon, donc si on lui reparle pas, c'est pas grave. J'ai entendu aussi dans ce que tu disais, faire des captures d'écran, c'est une bonne idée. Éventuellement, est-ce que ce serait une recommandation de dire à une femme de pas s'afficher en tant que femme et de dire que c'est un homme ? Dépend à quoi on joue. Mais personnellement, je trouve ça. Après, ça, c'est mon point de vue parce que je suis pas une femme aussi. Hein. Je trouve ça dommage de juste pas combattre les gens qui sont cons comme ça. Excusez-moi du terme. Hein. Mais dans certains jeux, oui, ça peut, c'est sûr que. Mais le problème, c'est que si jamais on veut jouer au jeu normalement, il y a des jeux où on n'a pas le choix. Par exemple, il y a un jeu au hasard, hein, Valorant, qui est un shooter aussi, première personne. La plupart du temps, ça se fait par chat vocal qu'on se donne des informations, parce que sinon, on a forcément des avantages sur l'équipe adverse. Et c'est à ce moment-là, alors des fois, des gens super sympas qui réagissent super bien aux femmes, comme ça, on s'en fout, tout se passe bien. Et à des fois, dès que ça se passe un peu mal, soit un homme ou une femme, et ça t'insulte allègrement, mais plutôt les femmes.
Une autre recommandation, ça serait effectivement d'en parler à ses autres amis. Tu dis que toi, tu es intervenu avec un de tes copains, si j'ai bien compris, à ton niveau. Comment ça s'est concrétisé en fait? Alors globalement, dès que la fille du coup nous en a parlé, nous directement, on avait déjà parlé au gars, on l'aimait pas trop, donc on se nous a pas trop, pas étonné, mais on savait qu'il était pas très net. Encore une fois, quand on joue depuis longtemps, ça se sent. Et nous directement, ce qu'on a fait, c'est que on lui a envoyé un message, on lui a dit, viens, on va discuter. En fait, on n'a même pas essayé de l'insulter ou quoi, on a essayé de l'éduquer en fait. Le truc à faire quand on croise des gens comme ça, c'est essayer de les éduquer sur le jeu, parce que peut-être que dans la vraie vie, ils sont pas comme ça du tout. Et peut-être que parce que c'est un écran, c'est la folie et tout, mais il faut. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a appelé directement et qu'on a passé 1 heure au téléphone avec lui, arrêter de lui dire de nous mentir, genre, ça sert à rien, on a vu, faut assumer ses actes, et de juste essayer de l'éduquer sur le fait que une femme est un humain, tu es venu au monde par une femme, tu dois les respecter comme n'importe quel être humain, et que la vie c'est ça, et que tu peux pas te permettre parce que tu es derrière un écran de pas respecter une femme. Je suis pas sûr que si jamais il est dans la rue, qu'il voit une femme, il va aller la voir et qu'il va lui dire je suis mieux que ton copain, envoie-moi une photo de tes fesses. Ça n'arrive pas, mais parce que c'est un écran, ça arrive. Il faut juste essayer de les éduquer au mieux qu'on peut. Ils sont pas forcément tous intelligents, mais il faut essayer. On va parler pornographie sur les jeux en ligne, parce qu'effectivement, ça arrive, même dans ce monde virtuel. Tu m'as raconté une anecdote, peut-être qu'il y en a d'autres. Je te laisse raconter. Alors, la pornographie, encore une fois, c'est au contact. On va être au contact de ça pas souvent, à part si on le décide. C'est-à-dire que, du coup, on va revenir à GTA. Très grand jeu connu, Grand Theft Auto si jamais, mais la plupart des gens le connaissent sous le nom de GTA. GTA 5 particulièrement, qui est un jeu, un monde ouvert. Globalement, t'es un gangster, tu fais des braquages, etc. Parce que vite gangster, pas forcément, il y a des striptease, il y a des strip clubs, il y a un peu de tout. Ça se passe aux États-Unis aussi, donc pas forcément de limites. Et dans ce jeu particulier, c'est très vite de finir le jeu, mais la communauté est très inventive. C'est ce qu'on appelle du roleplay. Le roleplay, c'est-à-dire qu'ils créent des serveurs qui sont sur le jeu, sur la base du jeu, mais qui n'est pas à l'éditeur du jeu, où ils vont mettre des règles, et tu peux aller sur ce serveur, il faut demander l'accès évidemment, et te créer un personnage qui n'est pas toi du tout. Par exemple, devenir policier. Dans une autre vie, sur GTA, tu es policier. Sauf que dans une vie, sur GTA, d'autres sont stripteaseurs. Pas le même métier, chacun son choix, t'as l'âge. Mais bon, sur GTA, c'est plus ou moins... Bon, faut pas aller dans les strip clubs, si on veut pas y être exposé. Mais le problème, c'est que des fois, les enfants ne savent pas forcément ce qu'ils vont voir. Sur GTA, c'est particulièrement réaliste. On va pas jusqu'à non plus un lac, mais bon, il y a des corps qui sont nus, évidemment. Donc, déjà, moi, avant 18 ans, je conseille pas le RP, donc le roleplay. Parce qu'il faut vachement être détaché de... faut savoir que c'est pas la vraie vie. Parce que sinon, ça peut aller très vite dans plein de sens. Et sinon, l'autre forme de pornographie qu'il peut y avoir, sur les jeux évidemment, parce que sur les réseaux, il y en a plein d'autres. Sur les jeux, ça va être, encore une fois, du roleplay, mais écrit. Et par des gens bien plus timbrés que sur GTA. Encore une fois, les MMO, évidemment. Parce que les gens sont fous, et parce qu'il y a une très grosse base de joueurs, donc forcément il y a plus de gens fous, et des gens qui sont adeptes de choses qui ne se font pas dans la vraie vie, comme de la nécrophilie, des choses comme ça, et qui vont essayer de recruter des gens, peu importe leur âge, en leur disant « Viens, on va faire un roleplay », et le roleplay c'est « Je vais t'enculer dans le chat », en fait c'est... Et puis ça peut être bizarre, ça peut être des liens aussi envoyés bizarres qu'il ne faut absolument pas cliquer. Et du coup, moi j'ai une petite anecdote sur ça. Du coup, je suis en World of Warcraft. C'est encore lui, hein. C'est une guilde, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'était le péché interdit, un truc comme ça, mais en anglais. Et cette guilde était spécialisée dans le roleplay sexuel, mais non censuré, entre guillemets. Donc il y avait de la pédophilie. Il y avait de la nécrophilie, puis de la zoophilie, des gens qui aimaient bien se voir en train de faire des choses avec un avatar animal. Ce genre de personnes. Sauf que le problème de cette guilde, parce qu'en soi, ça c'est autorisé dans le jeu tant que c'est entre eux. C'est-à-dire que tant que c'est entre eux, tant qu'ils n'impliquent personne, c'est leur choix.
font ce qu'ils veulent. Sauf que par contre, ce qu'ils ont fait de mal, c'est qu'ils ont essayé de recruter le plus de personnes possible sans leur demander leur âge et sans leur dire vraiment ce qui allait se passer dans cette guilde. Donc ils se sont retrouvés avec des enfants de 12 ans, de 11 ans, de 14 ans, à faire du roleplay très sombre. Très sombre, c'est vraiment moins de 0,01% des joueurs. Mais ça arrive. Et du coup, avec ça, ils sont traumatisés 2-3 enfants, de une. Et de deux, heureusement, que la plupart des gens, quand ils voient ça, réagissent et se disent que ce n'est pas normal. Du coup, quelqu'un a rejoint la guilde en taupe et a vu ce qui se passait et a pris des screenshots, justement. Parce que, faut savoir que ce qui se passe dans les jeux peut être applicable par la vraie loi. C'est-à-dire que si jamais il se passe un truc dans un jeu, pas forcément dans le jeu, mais ce qu'on va dire dans le jeu, dans le chat, bah ça peut être utilisé comme preuve, notamment aux États-Unis, je crois. Où je sais que encore sur World of Warcraft, il y a un mec qui avait admis un meurtre et ils en sont servis comme preuve parce qu'il l'avait dit comme un con sur le chat. Mais bref, et du coup, souvent c'est envoyé à l'éditeur, ce genre de choses, qui après contacte évidemment la police. Et du coup, l'éditeur fait en sorte, par exemple là sur mon cas de la guilde sexuelle, de totalement bannir absolument toutes les personnes qui ont fait partie de cette guilde et de bannir la guilde. Et sur ces bans, il y a plusieurs bans. Les bannissements temporaires, qui là n'a pas été le cas parce que évidemment, c'est quand on fait un petit délit, bon, on joue pas pendant 2-3 jours, ça nous remet les idées en place, on revient. Il y a les bannissements complets, et on va juste être banni, notre compte ou notre personnage va être banni. Il y a le bannissement d'au-dessus, qui est mérité pour ce genre de gens, le ban IP, c'est-à-dire qu'on peut plus recréer de compte, on peut plus rien faire. Tant qu'on est sur le même endroit, on pourra pas jouer. Et c'est comme ça. Et ça c'est pratique pour éviter que les gens reviennent. Quand tu dis qu'il y a des scènes qui peuvent être condamnées dans la vraie vie, ça veut dire quand tu arrives dans cette guilde, qu'il y a un cas de pédophilie comme tu as cité, ça veut dire que ça on peut faire un screenshot et à ta connaissance, hein, et porter plainte. Alors en France, je suis pas sûr. Aux États-Unis, je sais qu'on peut. Dépend après ce qui a été dit, parce qu'après ça peut être... c'est super parce que la loi s'est adaptée avec les générations et ça s'appelle du cyberharcèlement. Et du côté sexuel, parce qu'il y a le mental, il y a du cyberharcèlement sexuel qui existe. Et du coup, en disant qu'on aime les enfants, à un enfant, en lui parlant en harcèlement, on commence, oui, aux États-Unis en tout cas sûr, peut être utilisé absolument contre eux. Et au pire du pire, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une plainte. Et que souvent les jeunes qui sont détraqués comme ça, ils sont détraqués aussi dans la vraie vie, malheureusement. Et qu'un petit checking, ça fait jamais de mal. Et que même des fois, ça peut juste check leur PC et voir qu'il y a des trucs qui ne sont pas dans un PC normal. Et tout simplement, il y en a, ça arrivé, je sais que j'ai vu des histoires passer où juste il y a des personnes qui se sont fait bannir d'usage d'Internet pendant, ça peut arriver 5 ans, 6 ans, où ils n'ont pas le droit, absolument pas le droit de toucher à Internet. J'en profite pour communiquer le numéro de l'association e-enfance, qui est le 3018, qui lutte justement contre le harcèlement et les violences numériques que subissent les jeunes. Et ils ont un service de hotline, donc ne pas hésiter à les appeler dans ce cas-là. Avant de conclure, à quel âge, selon toi, on peut donner un écran à un enfant ? Moi, je pense que 6e, c'est très bien. Mais au début, faut vérifier. Enfin, faut mettre des limites. C'est-à-dire que on peut lui laisser, il peut aller sur les réseaux en vrai, en faisant attention, évidemment. Moi, je dirais première étape, 6e, réseau tranquillement, mais en privé absolument partout. Parce qu'en public, après, c'est là où il y a les gens bizarres. Mais en privé, tu contrôles à peu près tout ce qui se passe. Surtout parce que c'est pratique aussi, parce que les enfants aussi, si jamais en 6e, ils n'ont pas de téléphone, ils se sentent un peu exclus. Hein. Parce que si t'es le seul à pas avoir des téléphones, c'est chiant. Donc ça peut faire mal au mental aussi, donc faut laisser, mais qu'il faut réguler. Ouais, je dirais 6e. Dernière question. Imagine, tu as un jeune garçon en 6e, c'est soit un cousin, soit quand toi tu seras papa, à ton tour. Quelle recommandation tu vas lui faire quand tu vas lui offrir ton premier téléphone ? C'est quoi les 2 phrases clés à ne pas oublier à lui dire ? Première sera la même que celle de mon père, je pense. Hein. Voilà, je vais dire, fais attention à qui tu parles. Je pense que c'est la règle numéro 1 sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel
endroits où on est connecté, faire attention à qui on parle. Il faut soit être sûr de la personne à qui on parle, donc c'est-à-dire que quelqu'un qu'on connaît vraiment la connaisse, ou voilà, vraiment sûr, mais c'est compliqué d'être vraiment sûr sur Internet. Donc, je dirais fais attention à qui tu parles et fais attention à où tu cliques. Parce qu'on peut cliquer sur des endroits qui nous mènent sur des trucs qu'on ne veut absolument pas voir. Il y a plein de liens sur Internet, plein de liens ou des photos, n'importe quoi, qui te mènent à des endroits ou qui te promettent des choses qui, je sais pas, tous les clics pour avoir une chance sur 10 de gagner un iPhone, des trucs comme ça, de une, flingue ton PC ou ton téléphone, évidemment. Et de deux, ces liens, des fois, ça peut être des choses bien pires. Ça peut être porno direct devant nos yeux, comme ça. Ça m'est déjà arrivé, pour le coup, bon, heureusement, j'étais pas jeune, parce que j'ai pas cliqué sur des liens avant longtemps. Mais ouais, ça peut arriver de... Juste des gens qui envoient des liens, parce que ça les fait rire. Parce que eux, ils sont peut-être adultes, majeurs, et qu'ils envoient des liens de porno, ça les fait rire, mais les enfants, ça les fait pas trop rire. Ou alors, ils n'ont pas l'âge, quoi. Puis voilà, hein, franchement, attention à qui tu parles, attention où tu cliques. Ouais, je dirais aussi, attention où tu vas. Attention où tu vas, sur quel site tu peux aller. Sur quel site tu n'as pas le droit d'aller quand tu as un enfant. Parce que, typiquement, on en parlait tout à l'heure, mais Omegle, c'est pas pour les enfants. Parce que c'est super sympa pour discuter, hein. Mais il y a trop de trucs qu'on peut voir qui sont pas forcément adaptés à beaucoup de gens. Donc il faut absolument faire attention à où on va. Donc, ouais. Puis pour les parents, à l'inverse, réguler. C'est-à-dire on fait attention à ce que l'enfant y regarde. On fait au moins de la prévention. Genre par exemple, moi, si jamais je sais que j'ai un enfant, il a un PC, je dirais d'abord, première étape, tu vas que sur des sites qui sont sécurisés. Une adresse normale, où tu sais ce que tu vas trouver. Et tu fais attention. Voilà. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Gabriel d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette discussion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Et malgré tous les risques que j'ai pu énoncer, qui sont bien réels, la vérité c'est que c'est aussi très divertissant et qu'il y a beaucoup de positifs aussi. Et qu'il ne faut pas voir ni trop noir ni trop blanc tout ce qui est écran et jeux vidéo. Il faut juste prendre le bon côté, le mauvais côté et savoir se réguler tout seul en fait. Faut être mature dans sa tête, je dirais. Les discussions que tu as avec ton père, ça t'aide ? Ça m'a aidé. Surtout sur un truc de sécurité. Parce que pour le coup, quand il me dit que je joue trop, je m'en fiche un peu. Parce que on n'a pas forcément la même vision des choses. C'est-à-dire qu'un parent extérieur, il voit son fils jouer 6 heures par jour aux jeux vidéo, il peut se dire il est accro, je comprends totalement. Sauf que d'un côté, il y a aussi le ressenti. Où moi, par exemple, je joue 6 heures par jour parce que pour l'instant, c'est ça qui m'amuse. Mais moi, ma définition de la dépendance, c'est celle où on ne peut pas s'arrêter, où on ne sait pas se dire stop nous-mêmes, on n'a pas de limite nous-mêmes. Moi, j'ai toujours considéré que, à part vu que pendant le Covid, où j'arrivais pas à me stopper moi-même, j'ai toujours considéré que j'ai le contrôle sur moi-même, je suis grand. Même quand j'étais petit, je me suis dit, je suis grand. Bon, mon père m'arrêtait forcément au bout d'un moment, mais de me dire, vas-y, je m'arrête. Je suis pas des parents chinois qui oublient leurs enfants, je sais m'arrêter. Et c'est important, c'est très important. Merci à vous tous d'avoir écouté Cyber, les ados témoignent. Notre émission est disponible sur les plateformes de podcast comme Deezer ou Spotify. Et pour suivre l'actualité du podcast et nous contacter, c'est sur Instagram cyber_ado au pluriel et sur Facebook cyber-témoignage d'ado.